merci au centre d'avoir organisé effectivement avec l'appui de quelques autres cette rencontre. Merci à vous tous et à toutes d'être venus. Pour me présenter, c'est peut-être pas la peine, on va peut-être en discuter plus tard. J'ai vécu longuement en Haïti, j'ai eu pas mal de problèmes avec le gouvernement du Valais dans le temps. Et bon, ensuite je suis resté revenu et j'étais même là pendant le tremblement de terre, comme on dit. Donc c'est un pays que je connais très bien, que je suis jour par jour. Je vais essayer de vous présenter, disons, la situation d'Haïti. Cette situation, elle est décrite dans les médias, souvent à travers ce qui se passe à la capitale. Haïti est un pays, et pas seulement une capitale. Ceci dit, la situation dans la capitale est véritablement très grave en ce moment, elle est terrifiante, il n'y a pas d'autre mot. Une chanson qui a été écrite par Jean-Claude Gianada sur la situation de la capitale et de ce que vivent les gens à la capitale en ce moment. En 2 minutes, résumer la situation de la capitale Port-au-Prince. La question qui est posée, c'est qui dira stop? Malheureusement pour Haïti, ça fait plusieurs siècles que personne ne dit stop. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc si vous voulez, la situation actuelle, je vais commencer peut-être par ça, ensuite je verrai avec vous d'où est née cette histoire-là et pourquoi on en est là. C'est-à-dire la colonisation, la néocolonisation, le néolibéralisme, c'est ce qui se passe actuellement. Alors actuellement, pour compléter un peu, disons, ce que dit la chanson, 85% en gros de la capitale est occupée par des gangs armés d'une extrême violence. Quand il dit les bébés brûlent, toutes ces choses-là, c'est la réalité. C'est-à-dire, on fait brûler les gens, on les assassine, on assassine les enfants devant leurs parents et vice-versa. Des choses plus horribles que l'on puisse imaginer est en train de se passer dans la capitale, déjà depuis quelques années. Donc ils occupent en plus, ces gangs-là, non seulement 85% de la capitale, mais pratiquement une grande partie de ce qu'on appelle l'Artibonite, qui est le plateau au centre du pays. Enfin, toute cette partie-là, qui dans les faits produit finalement le riz, un des aliments essentiels de l'alimentation haïtienne, qui déstabilise évidemment la production et l'alimentation des gens. 1 500 000 personnes ont pratiquement quitté la capitale. Après le tremblement de terre qui avait tué, je rappelle, 300 000 personnes en 40 secondes, il y a 500 000 personnes qui avaient quitté la capitale. Là, c'est pire que le tremblement de terre, c'est-à-dire il y a 1 500 000 personnes qui ont quitté la capitale. Je ne vous dis pas la situation des pauvres gens, ceux qui sont évidemment la grande majorité, qui vendent au bord des rues, et en particulier les femmes, c'est-à-dire ces gens-là, quand ils arrivent, ils détruisent absolument tout. Ils détruisent le stock qu'elles peuvent avoir, comme ça se passe d'ailleurs dans d'autres pays en Afrique ou ailleurs. Et à ce moment-là, les femmes se retrouvent absolument sans aucune ressource, ni pour les enfants, ni pour elles-mêmes, il n'y a plus rien, absolument rien. Donc non seulement il y a les morts, 6 000 identifiés grosso modo l'année passée par balle et dans les boucheries qu'organisent les gangs, mais il y a ensuite des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui meurent parce qu'elles n'ont plus rien à manger et qu'elles ne peuvent pas survivre. Celles-là, on ne les compte pas parce qu'effectivement, ça échappe aux statistiques. Il y a donc 3 départements qui sont touchés, grosso modo. La capitale Port-au-Prince et l'Artibonite, et un peu autour. Bandits, comme on les appelle, viennent de prendre la ville de Mirebalais, qui est ici, à côté de la République dominicaine, et qui est une ville stratégique, puisqu'elle permet effectivement, à partir de là, de faire le trafic d'armes, qui fait que ces gangs-là sont armés jusqu'aux dents et peuvent arriver, disons, à continuer à s'étendre. Il y a derrière l'extinction de ces gangs une méthode, c'est-à-dire c'est fait de manière très systématique depuis maintenant 3-4 ans, et avec des armes essentiellement toutes américaines. Même si M. Trump a décidé il y a 3 jours ou 4 jours, enfin, de déclarer que les gangs étaient sur la liste terroriste internationale maintenant. On attend de voir qu'est-ce que ça veut dire pour lui et pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que je reviendrai ensuite, disons, à la problématique des Américains dans ce pays. Donc, Haïti, on pourrait y passer plusieurs jours, parce que c'est une histoire lourde, comme on dit, dans l'histoire de l'humanité, qui pèse beaucoup,
Je vais essayer d'être assez bref, de vous donner un certain nombre d'éléments. Je commence par la première partie, donc la colonisation. 1492. 1492, le peuple indien, Taïno, qui était un peuple très pacifique, tranquille, il y avait d'ailleurs parmi eux une reine Anacaona, qui vivait paisiblement. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas Christophe Colomb qui a découvert Haïti, c'est les Indiens, quand ils se sont levés le lendemain matin, tranquillement, et qu'ils ont découvert Christophe Colomb dans la baie du pays. Donc on continue à fêter chaque année la découverte d'Haïti par Christophe Colomb, il faut mieux de dire la découverte de Christophe Colomb par les Indiens, qui ont découvert pour leur plus grand malheur que les 3 bateaux étaient là, et que effectivement c'était le début de la plus grande horreur chez eux, puisqu'il s'agissait d'un génocide purement et simplement. C'était le début, disons, de l'histoire terrible de la colonisation. Petit à petit, disons, s'est mis en place un système par lequel on cherchait uniquement à faire de l'argent et à faire des profits. Alors il faut bien préciser quand même que l'idée, disons, d'institutionnaliser l'esclavage et d'en faire une source de revenus maximum n'est pas quelque chose qui a été inventé en Haïti au départ, puisqu'il y avait déjà, disons, des esquisses qui avaient été faites, en particulier à Sao Tomé. Et le frère de Christophe Colomb, d'ailleurs, avait participé à ces choses-là. Et on avait commencé, disons, à esclavagiser les gens et à commencer véritablement à faire des destructions de l'environnement, des plantations. C'était pas encore vraiment systématique. Haïti est devenu, à partir de 1492, une systématisation et une rationalisation du système, c'est-à-dire de véritablement exterminer les Indiens dans un premier temps, puisqu'ils n'étaient pas suffisamment forts pour faire le travail qu'on souhaitait qu'ils fassent, et petit à petit, disons, les remplacer par des Noirs africains, et faire que, effectivement, on puisse avoir le système de plantation avec l'esclavage mis en place de manière généralisée. Quand l'esclavage se met en place de manière aussi importante, il fallait avoir aussi un certain nombre de justifications. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, au moment, il faut recontextualiser aussi ce qui s'est passé un peu en Haïti, au moment où Haïti va rentrer dans ce système-là, dans la même période, en Espagne, les responsables espagnols chassent les Juifs. Donc il y a déjà un début, disons, de racisme qui commence à s'institutionnaliser dans la société européenne, et Haïti ne va être en continuité de ce mécanisme, disons, de construction d'un racisme institutionnel qui permet d'exploiter les gens. L'écrivain Eric Williams qui a écrit « L'esclavage n'est pas né du racisme, c'est le racisme qui est le produit de l'esclavage ». Dans les faits, à partir du moment où vous devez justifier l'esclavage, automatiquement vous allez mettre en place, disons, tout un discours, toute une construction intellectuelle qui va permettre de justifier l'esclavage. Et pour permettre de justifier l'esclavage, il faut considérer que vous avez des êtres humains qui sont inférieurs aux autres êtres humains. C'est-à-dire que petit à petit, vous avez un système qui commence à se théoriser. Bon, il y a même la théologie s'en empare, l'Église s'en empare, et finit par faire penser que finalement, les Noirs sont inférieurs et que pratiquement, on a le droit de les mettre en esclavage, parce qu'il faut bien justifier le fait de les mettre en esclavage. Ça se traduira, disons, de manière très concrète par les codes noirs, qui ne sont pas seulement, disons, le code noir français, il y a eu un code noir hollandais, il y a eu un code noir anglais, enfin, tous ces codes se mettent en place. La situation des esclaves, c'est quelque chose d'absolument terrifiant. C'est-à-dire, on vous laisse en vie, je dirais, à la limite, c'est presque pire qu'un génocide. On vous laisse en vie, mais on vous enlève tout ce qui est humain dans la vie. Vous ne vous appartenez plus, vos parents ne vous appartiennent plus, votre famille ne vous appartient pas, on peut la prendre, on peut la vendre, votre localisation ne vous appartient pas, on peut décider de vous mettre là ou ailleurs, c'est-à-dire on vous déshumanise totalement et on vous laisse en vie. Vous n'avez qu'une fonction, c'est produire. C'est ça qui s'est passé quand même en Haïti pendant 3 siècles. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, un livre absolument remarquable de Sylvie Laurent, qui s'appelle « Capital et race ». C'est un des livres essentiels à lire, véritablement, qui ne parle pas seulement d'Haïti, mais qui parle aussi d'Haïti, et qui fait la démonstration, disons, véritablement de cette mécanique infernale qui fait que, finalement, les gens sont classifiés et
soumis à ceux qui ont le pouvoir pour faire de l'argent. Donc évidemment, une situation comme ça, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas en 1804 seulement que les Haïtiens se sont soulevés, c'est-à-dire pendant tout le temps ils se sont soulevés. La colonisation espagnole, puisque ça avait commencé avec la colonisation espagnole, la colonisation française a pris le relais en faisant exactement la même chose, il n'y a aucune nuance. Et donc tout ça a débouché effectivement sur des soulèvements, disons sporadiques des esclaves et qui ont fini par déboucher sur le grand soulèvement qui a commencé avec la cérémonie qu'on appelle la cérémonie du bois caïman. Enfin, la cérémonie du bois caïman a permis, disons, aux esclaves de se réunir et de se mettre tous ensemble, et qui a débouché sur la révolte généralisée de 1804 et donc sur l'indépendance. Il faut lire aussi le livre de Philippe Girard qui s'appelle « Ces esclaves qui ont vaincu Napoléon » et qui explique finalement, véritablement de manière très détaillée, l'extrême difficulté qu'ont eu les esclaves pour arriver à vaincre Napoléon. C'est-à-dire le génie, il n'y a pas d'autre mot, des Toussaint Louverture, Dessalines, le roi Henri Christophe, Pétion, de ces hommes qui ont réussi à naviguer entre les Français, les Anglais, les Espagnols, nouer ce qu'on a appelé par moments des trahisons, mais qui dans les faits étaient des stratégies extrêmement fines pour arriver finalement à faire qu'ils allaient finir par gagner l'indépendance. Je rappelle que pour l'indépendance, quand même, la guerre, c'était... Napoléon a mis le paquet, puisqu'il a envoyé 30 000 hommes pour essayer de conquérir Haïti. Donc, ce qui voulait dire qu'il lui tenait quand même une très très grande importance. Et donc, ce sont les forces haïtiennes qui ont fini par gagner et par éliminer l'armée de l'empereur. Et le choc a été absolument colossal, pas seulement pour Napoléon et ses hommes, mais c'était vraiment l'impensable qui venait de se produire. Vraiment l'impensable. C'est-à-dire comment des esclaves noirs avaient pu vaincre l'armée de l'empereur Napoléon. Ça a été un choc mondial. Ça a tétanisé les maîtres du monde à ce moment-là, qui étaient l'Espagne, l'Angleterre, la France, et de se dire comment on peut arrêter ça. Surtout, plus jamais ça. Donc la première chose qu'ils ont faite, c'est effectivement de bloquer pratiquement Haïti et d'essayer de faire qu'Haïti ne puisse plus continuer à travailler et à exporter, disons, ce sur quoi ils vivaient par les exportations des anciennes plantations. Et donc, c'est posé le problème finalement, parce qu'en même temps, du côté du Nord, comme on dit, ils voulaient continuer à faire de l'argent, parce que les exportations rapportaient énormément d'argent. On appelait Haïti la perle des Antilles à ce moment-là. Enfin, c'était la perle des Antilles pour ceux qui les exploitaient, parce que pour ceux qui étaient exploités, c'était pas tout à fait la perle des Antilles, c'était plutôt l'enfer. Du côté haïtien même, Pétion, un des premiers, en a parlé, c'était de dire finalement, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Donc peut-être on peut acheter l'indépendance, essayer d'indemniser le fait que les colons soient partis, qu'ils étaient assassinés pour un certain nombre d'entre eux, mais indemniser leur famille et tout ça, et donc essayer de faire que finalement il y ait une compensation à l'indépendance. Cette idée est née, et évidemment Charles X s'en est emparé. C'est pour ça, c'est le bicentenaire cette année, en 1825. Ils ont envoyé le baron Macquot pour négocier avec Boyer, le président du moment, le fait de payer pour l'indépendance. C'est un cas unique au monde. C'est-à-dire vous avez un pays qui a été esclavagisé pendant 300 ans, qui gagne la bataille, et finalement, vous lui demandez de payer son indépendance. On appelle ça une dette, mais dans les faits, c'est une rançon à main armée, hein, puisque les bateaux de guerre étaient dans la baie quand Macquot est venu négocier. Donc, ils ont négocié cette indépendance, et quand ils ont négocié l'indépendance, ils l'ont mise à un niveau astronomique, avec dans la tête que Haïti serait obligé de payer, et si Haïti était obligé de payer, il n'aurait plus les moyens à ce moment-là d'alimenter son armée. Parce que dans la tête, il continue à penser que si l'armée haïtienne était moins importante, on pourrait toujours revenir pour reconquérir l'île. Donc c'est ça qu'ils avaient un peu derrière la tête, avec bien d'autres choses, mais en tout cas, ils pensaient que, disons, ça allait pouvoir permettre d'affaiblir Haïti et, disons, de pouvoir reconquérir le pays. Ce qui s'est passé, c'est que Haïti n'a jamais
arrêté de financer son armée parce que justement ils avaient peur, disons, que effectivement les Français reviennent et reprennent. Donc ils ont continué à travailler comme ça. Les Français n'ont pas repris l'île, mais disons, la manière dont cette dette a été, cette rançon a été exigée est absolument hallucinante. C'est-à-dire, vous aviez, c'était au départ 150 millions de francs or, c'est devenu à la longue 90 millions de francs or, mais ça représentait, Haïti était obligé de s'endetter, et dans les accords, Haïti ne devait s'endetter qu'auprès de la Banque française, finalement, qui permettait, disons, à ce moment-là, de faire des super profits pour la Banque française. Et ça a duré pendant des dizaines d'années, qui a permis à la Banque française de gagner énormément d'argent et qui a fait que Haïti, pratiquement le tiers de son budget, et voire plus, servait finalement à financer cette fameuse dette, et qui a fait que le pays n'a pas pu se développer tel qu'il aurait pu se développer normalement. Donc ça, c'est une des contraintes énormes, disons, au départ, d'un peuple libre qui finalement ne peut pas se développer parce qu'on lui impose une dette absolument colossale. Il y avait aussi le fait que Haïti ne devait pas s'étendre sur les autres pays voisins, surtout pas. Donc Haïti ne pouvait pas rentrer dans un certain nombre de ports, tous les ports français. Par contre, les Français, eux, avaient le droit de rentrer dans tous les ports, et en particulier, ils avaient des exemptions de taxes pour pouvoir finalement continuer à exploiter le pays. Les Américains se sont rendus compte que finalement, cette histoire de la banque française qui prêtait de l'argent, ça rapportait quand même beaucoup d'argent. Haïti était à côté des États-Unis. Alors quand même, il ne faut pas exagérer, on ne va pas laisser la France se goinfrer, comme on dit. Peut-être que nous, on pourrait faire quelque chose. Donc, en 1915, finalement, ces braves Américains décident qu'au nom de la sécurisation des capitaux américains en Haïti, le 17 octobre 1914, un commando américain rentre à Port-au-Prince, il rentre dans la banque centrale haïtienne, il s'empare de la réserve d'or pour sécuriser finalement ce que Haïti devait aux États-Unis. Mais ils se disent que finalement, bon, ça c'est une première étape, donc ça c'était en 1914. En 1915, bon, carrément là ils décident d'envahir le pays. Donc ils envahissent le pays, et l'invasion américaine a duré jusqu'en 1935. Ça leur a permis de faire remplacer la banque française par la banque américaine. À ce moment-là, ça s'appelait la National City Bank of New York, ce qui est devenu le Citigroup. Pour nous, la banque avant, c'était la CIC. Et quand ils occupent Haïti, ils ne l'occupent pas, disons, au bénéfice évidemment des Haïtiens. Ils l'occupent à leur propre bénéfice. Donc c'est là où commence effectivement encore à nouveau l'extension des grandes plantations pour favoriser le commerce avec les États-Unis, et en particulier la déforestation qui avait déjà commencé du temps de l'esclavage, disons, avec l'installation des grandes plantations. Le deuxième aspect, c'est qu'évidemment, il y a des oppositions en Haïti, puisque finalement les Américains réinstaurent une espèce de corvée, presque comme de l'esclavage. Ils enferment et ils assassinent effectivement tous les opposants, dont un des plus grands, Charlemagne Peralt, sans aucun problème, sans aucun état d'âme. Le journal américain, le New York Times, qui a fait aussi une enquête approfondie sur ce qui s'était passé en Haïti avec les Américains. Un certain Smedley Butler, qui avait commandé les forces américaines sur Haïti, avait dit lui-même il a écrit carrément dans ses rapports qu'il était un racketteur au service du capitalisme. J'ai contribué à faire d'Haïti et de Cuba des coins où les gars de la National City Bank pouvaient se faire de jolis revenus. Haïti est mis en coupe réglée. Donc cette période-là durera jusqu'en 1934. Pendant ce temps-là, les Américains n'investiront presque rien. Certainement la peur des Noirs, parce que quand on regarde finalement les investissements américains dans un pays qu'ils occupaient par rapport aux investissements en Amérique latine, ils sont infimes pendant cette période-là. Donc c'est aussi le côté racisme qui a joué son rôle dans cette période. De 1954 à 1957, on pourrait dire que c'est la période de l'indépendance haïtienne. Même si, disons, au niveau du ministère des Finances, il y a toujours un contrôleur américain qui va rester là pendant des années et qui va veiller, disons, à ce que les intérêts américains soient protégés. Mais au moins, disons, pendant cette période-là, il y a deux présidents qui succèdent, Dumarsais Estimé et Magloire,
Et Haïti est considéré à ce moment-là comme un des pays les mieux gérés de la Caraïbe. Alors quand on dit que Haïti ne peut pas se gérer, ne peut rien faire, c'est-à-dire pendant le temps où ils ont été un peu indépendants, parce que les Américains étaient toujours derrière, mais véritablement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et puis, on arrive en 1957, la dictature des Duvalier, de 1957 à 1986. Donc, je l'ai vécu personnellement de 71 à 80, avant qu'ils m'interdisent de séjour. La dictature des Duvalier, bon, c'est une dictature sanglante, c'est-à-dire vous avez à la fois une armée, mais qui est même mise en dessous des Macoutes, parce que vous avez une milice nationale qui est étendue sur la totalité du pays, avec les fameux tontons Macoutes. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous en avez certainement entendu parler, qui ont tous les droits, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en gros. Donc, évidemment, tous les opposants sont expulsés, sont torturés, sont mis en prison. Il faut rappeler aussi qu'à ce moment-là, dans le contexte, il y a pour les États-Unis ce qu'on a appelé le plan Condor. C'est-à-dire c'était un plan sur toute l'Amérique latine qui visait à installer des dictatures systématiques avec des apprentissages dans des camps de torture dans des pays d'Amérique centrale. Une grande partie, la plus haute partie des militaires haïtiens par exemple, mais pas seulement haïtiens, de toute la sous-région, étaient formés pour apprendre la torture dans ces camps-là. Donc c'était ça le plan Condor qui a débouché sur toutes les dictatures américaines, et Haïti évidemment était là. Et il faut rappeler qu'Haïti, de par sa position géographique, l'obsession des Américains de lutter, soi-disant, contre le communisme, il y avait Cuba, Haïti est au milieu du triangle, Cuba, République dominicaine dans l'autre moitié de l'île, et la Jamaïque. Donc si vous tenez Haïti, vous êtes au milieu du triangle et vous pouvez contrôler les trois pays autour pour lutter contre le communisme. Donc Haïti était hyper stratégique pour les Américains. Ils ont continué, disons, à intervenir pratiquement directement pour contrôler le pays et contrôler les pays voisins avec une dictature extrêmement sanglante qui a amené des centaines de milliers de personnes à partir et aussi des dizaines de milliers qui ont été tués. Donc les Duvalier sont chassés en 86. Ils sont chassés à la suite de grands mouvements qu'on a appelés les Tilléglis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans l'Amérique latine, il y avait la théologie de la libération, comme on l'a appelé, hein, avec Don Elder Camara et beaucoup d'autres. Et qu'en Haïti en particulier, il y avait des gens d'un courage absolument phénoménal qui ont mené une lutte. Il y avait des communistes, il y avait des Tilléglis, il y avait qui se sont associés ensemble et qui ont réussi finalement à chasser Duvalier. Le peuple haïtien, de par une constitution, et ce qu'on appelle la constitution de 87, qui est la première constitution véritablement qui évite, qui fait tout pour éviter la dictature, et qui en même temps veut une décentralisation maximum. La constitution véritablement a été très peu appliquée, non seulement ça, mais que pratiquement aucune des organisations internationales n'a véritablement poussé à travailler pour la décentralisation. Les objectifs des organisations internationales étaient beaucoup plus, disons, de pousser à la mise en place de l'autre étape, la mise en place du néolibéralisme, c'est-à-dire d'imposer à Haïti, finalement, la stratégie économique néolibérale. Mise en place avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale et toutes les organisations internationales derrière, parce qu'on parle souvent de la Banque mondiale, mais il n'y a pas que la Banque mondiale. Je vous passe sur tous les événements politiques sur lesquels on pourra revenir, c'est-à-dire l'élection du président Aristide, qui est certainement la seule élection véritablement populaire et réelle qui a fait que ce président a été élu. Même si maintenant on le traiterait peut-être de populiste, en tout cas il avait été élu pour essayer de travailler dans l'intérêt des populations. Et évidemment, tout a été fait pour le déstabiliser, d'autant plus qu'il avait gagné contre un certain Bazin, qui était le poulain des États-Unis d'Amérique, et pour lequel les États-Unis d'Amérique avaient déboursé à travers la CIA. C'est officiel, ces documents-là. Ils avaient déboursé des millions de dollars pour le faire passer, pour le permis. Donc ils n'ont pas beaucoup aimé Aristide, et on n'a pas facilité, disons, le travail à Aristide, même si, disons, sa stratégie politique méritait d'être questionnée quand même. Mais finalement, il se fait renverser, et il est remplacé par des militaires, comme vous l'avez entendu.
Et disons après, au moment de son retour, comme le pays allait toujours mal, là aussi on pourra en reparler au moment, parce que les États-Unis avaient mis un blocus sur Haïti, au moment où quand il est remplacé et qu'il revient, dans les valises, il y a des négociations avec les Américains, puisque c'est les Américains qui lui permettent de se réinstaller, pour les accords de mise en place finalement du libre-échange. C'est-à-dire Haïti se retrouve avec un système où il n'y a plus de droits de douane, c'est-à-dire inférieur même à ceux de la CARICOM. C'est-à-dire tout peut entrer, tout peut sortir. C'est la mise en place finalement, effectivement, d'un libéralisme total qui anéantit l'agriculture haïtienne, qui avant produisait pratiquement 60 à 70% de la consommation nationale et qui sera réduite à en produire 30% à peine maintenant, puisqu'on peut tout faire rentrer. Après, on en arrive effectivement à une succession de gouvernements qui sont toujours plus ou moins installés ou mis en place avec la caution américaine. Et quand ils ne sont pas mis en place avec la caution américaine, ces gouvernements, effectivement, se trouvent confrontés à un tas d'interventions qui vont faire qu'effectivement, ils auront des difficultés. Alors ça prend de telles proportions qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire par moment. Quand le président Jovenel a été assassiné, il s'est trouvé qu'il y avait un vide, comme on dit. Le président est assassiné. Donc on s'est dit derrière, il y a des mécanismes institutionnels. C'est pas passé comme ça. Il y a eu un tweet de la représentante américaine aux Nations Unies à Port-au-Prince qui a désigné le Premier ministre qui allait prendre la place du président. Maintenant, on pourrait y revenir si vous voulez, vous avez un gouvernement à 7 têtes, plus 2 contrôleurs, ça en fait 9 au total, qui a été mis en place, qu'on appelle le CPT, qui a été mis en place par la CARICOM. Imaginez qu'en France, par exemple, on décide que du jour au lendemain, vous allez avoir un gouvernement où il y a tout le monde, vous avez tous les partis, c'est-à-dire à la tête du pays pour gouverner. C'est ce qu'il y a en Haïti actuellement. C'est-à-dire, vous avez tous les grands partis qui sont représentés à la tête du pays. Inutile de vous dire que chacun des partis essaie de préparer une seule chose, les futures élections. Donc c'est pour ça que les gangs ont aussi tant de marge de manœuvre. Sans compter qu'ils sont aussi en partie manipulés par certains qui sont dans ces partis. Alors par rapport à ça, on pourrait se dire finalement, et les internationaux, comment ça se fait qu'on laisse un pays comme ça sombrer? Les Nations Unies. C'est très bien, les Nations Unies. C'est l'article 2 de la charte qui commence ainsi, la charte des Nations Unies. L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. C'est l'égalité souveraine. Sauf que, comme aurait dit Coluche, il y en a qui sont plus souverains que d'autres. C'est-à-dire, vous avez 5 pays qui ont un droit de veto. La souveraineté des autres par rapport au droit de veto, c'est pas la même. Après, vous avez des représentations dans le Conseil de sécurité dans lesquelles vous avez des pays qui ont un représentant. C'est-à-dire les 5 en question, de toute façon, eux, ils ont un représentant. Il y a quelques autres pays, comme la Chine aussi, qui ont un représentant. Et puis, vous avez des pays pour lesquels le représentant représente 4-5 pays, comme beaucoup de pays africains. Et puis, vous avez des pays aussi que quand tu vas voter aux Nations Unies, la fameuse France-Afrique, quand tu vas voter aux Nations Unies, tu as intérêt à bien voter, parce que si tu ne votes pas bien par rapport à celui qui te donne beaucoup d'aide, eh ben, tu auras moins d'aide. Alors, dans les faits, ton vote, il est quand même un peu conditionné, c'est le moins qu'on puisse dire, entre le fait que déjà, tu n'es pas égal, et plus le fait que tu es sous pression. C'est comme ça que ça fonctionne, cette belle machine qui a été construite en 1945. Dans le Conseil de sécurité, qui est à la tête des Nations Unies, je dis souvent, c'est très simple, hein, vous tapez quels sont les 5 plus grands vendeurs d'armes, et vous avez le Conseil de sécurité. Ça s'appelle la sécurité mondiale. Donc, au niveau des Nations Unies, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de documents intéressants, de gens qui travaillent dans le cadre des Nations Unies, quelquefois, mais qui, dans les faits, n'ont aucune valeur, puisque les résolutions des Nations Unies sont aussi, quand ça ne convient pas à certaines personnes, disons, ou à certains pays, ne sont pas respectées, comme Israël, mais il n'y a pas qu'Israël. Les Nations Unies, c'est souvent un discours intéressant, mais disons, qui n'a pas d'effet réel. Alors, après ça, vous avez les agences internationales. UNESCO, OMS, UNICEF, BIT, FAO, enfin, toutes les grandes agences internationales qui sont là pour faire du développement.
Il y a quelque chose de troublant, c'est qu'aucune de ces grandes agences internationales ne s'est opposée à la mise en place du néolibéralisme, de l'économie néolibérale. Ils se sont tous installés dans ce cadre-là. Quand vous prenez l'OMS, par exemple, l'OMS, finalement, a laissé s'installer les politiques d'ajustement structurel qui ont détruit les ministères de la Santé, sans aucun problème, et la privatisation des services de santé dans des pays où les gens n'avaient pas les moyens, disons, de financer une médecine privée. C'est-à-dire, on a une médecine à deux vitesses. Mais c'était la même chose pour la plupart des deux autres grandes organisations. Aucune ne s'est opposée, donc il ne fallait pas attendre de ces organisations-là qu'elles travaillent finalement dans le sens de disons, des intérêts des populations à la base. Elles s'intégraient dans le cadre des mécanismes du capitalisme néolibéral. Et donc avec toujours la même mécanique qui se mettait en place. La Banque mondiale, il y a quelque chose qui m'étonne toujours, enfin, quand je suis en France, j'ai tendance à considérer que c'est une institution en soi, que la Banque mondiale existe comme ça, c'est la banque. Vous connaissez M. Arnaud Buisset, ça vous dit quelque chose? Aucun d'entre vous ici ne connaît Arnaud Buisset, ben, c'est dommage. Parce que M. Arnaud Buisset, il est directeur exécutif, représentant de la France à la Banque mondiale actuellement, directeur exécutif pour la Banque mondiale et pour le Fonds monétaire international, pour les deux. Il est désigné par le gouvernement français, et c'est lui qui participe, comme tous les autres grands pays, les fameux 5 et quelques autres, à la définition de la politique mondiale. Vous pouvez poser la question aux députés français, qui connaît finalement la politique qui est préparée au niveau du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et de toutes les institutions internationales? Pratiquement personne. Ils ne rendent compte à personne. C'est-à-dire même pas, il n'y a pas une réunion annuelle à l'Assemblée nationale pour expliquer ce que fait le directeur exécutif français dans le cadre de la Banque mondiale. Donc c'est toujours la même histoire. Donc la Banque mondiale, ce n'est pas une institution à part, qui fait ce qu'elle veut, c'est une institution qui a un conseil d'administration, et dans ce conseil d'administration, on retrouve qui? Les mêmes qui sont les grands pays qui décident finalement des grandes politiques qu'il y aura à mettre en place. Le mécanisme de cette institution fait que finalement les décisions sont prises dans le cadre des grandes politiques qui sont définies par les pays qui ont été les plus puissants. Et enfin le cerveau de la machine, pour moi en tout cas, et j'aimerais bien qu'on me démontre le contraire un jour, le Fonds monétaire international. C'est-à-dire ceux qui décident de la politique économique mondiale. Alors je vous rappelle, juste, c'est sur son site officiel, hein, le FMI a pour fonction officielle, entre guillemets, assurer la stabilité financière dans le monde. Ça c'est la première fonction. La coopération monétaire internationale, faciliter le commerce international avec l'OMC, promouvoir l'emploi et une croissance économique durable, et enfin, à la fin, faire reculer la pauvreté dans le monde. C'est le dernier. La dernière des fonctions. Donc, ils ont bien rempli leur rôle, hein. C'est-à-dire les premières fonctions ont été bien remplies, mais la dernière, bon, ça laisse à désirer. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, juste une information pour vous, pour le Fonds monétaire international, parce que quand même c'est important, surtout dans le moment où on vit actuellement. Pour changer les statuts du Fonds monétaire, il faut avoir 85% des voix. Et les États-Unis ont 16,5% des voix. Donc, vous ne pourrez jamais changer le Fonds monétaire international tant que les États-Unis ne le voudront pas. C'est simple. Donc, ces machines-là ont été construites, toutes ces grosses machines ont été construites et ont géré le monde dans les 50 dernières années, un peu plus, ont géré le monde dans l'intérêt des gens qui dominaient le monde d'un point de vue économique et qui voulaient installer l'économie néolibérale et qui l'ont installée. Quelque chose qui apparaît très rarement, c'est la gestion des ressources humaines de ces machines. Réunion un peu tendue, on débattait. Mes collègues africains me disaient souvent, Christian, vas-y, tu peux parler. Parce que si tu es viré, finalement, tu vas retrouver 70% de ton salaire dans une autre structure quelque part.
Il me disait, si moi je parle, je suis viré, je vais retrouver 10% de mon salaire dans une autre structure. C'est-à-dire tous les cadres, parce qu'il y a énormément de gens extrêmement compétents dans ces institutions, extrêmement compétents, mais qui sont coincés par des systèmes de gestion des ressources humaines qui ne vous permettent pas finalement de parler très... Si vous prenez position contre l'institution, vous allez avoir des gros problèmes. Asie du Sud-Est, Amérique latine, Afrique, mais les gens sont coincés, c'est-à-dire ceux qui pourraient effectivement, et qui devraient finalement s'opposer au fonctionnement des institutions, ils ne peuvent pas par la situation socio-économique qu'ils ont, qui font que finalement leurs enfants sont à l'université, parce qu'effectivement ces machins-là sont à Washington ou dans des grandes villes comme ça. Donc finalement, les enfants sont scolarisés, tout ça, si vous perdez votre job, vous entraînez toute la famille derrière vous. Quand on parle de représentativité à l'intérieur des institutions, il faut faire très attention que la place des uns et des autres n'est pas la même. C'est-à-dire, quand vous allez contre l'institution, vous allez payer beaucoup plus cher si vous êtes finalement d'un pays dans des conditions difficiles. Les ajustements structurels qui ont été imposés par la Banque, on dit toujours par la Banque mondiale, mais dans les faits, c'est pas la Banque mondiale, c'est le système économique néolibéral qui a imposé les ajustements structurels. La dynamique, elle est extrêmement simple. Ils ont été imposés évidemment en Afrique, puis ensuite ça continue, puis actuellement vous vivez en France un ajustement structurel, qu'on le veuille ou non. C'est relativement simple. Là aussi on fait des grands discours, mais c'est d'une simplicité déconcertante. Vous travaillez dans les ministères publics. Le ministère public a des difficultés, il ne fonctionne pas très bien, tout ça. Donc on vous explique que finalement, d'un point de vue budgétaire, il va falloir rationaliser, c'est-à-dire, entendez par là rationaliser, ça veut dire diminuer le fonctionnement du ministère public, et d'ailleurs c'est justifié parce qu'il ne fonctionne pas bien. Et puis de toute façon, comme on va diminuer les ressources du ministère public, automatiquement il va encore moins fonctionner, mais grâce à la gestion du Fonds monétaire international, on a une solution, ça s'appelle le privé. Donc évidemment, comme le ministère public fonctionne mal, bon, finalement on va passer ça au privé, étant bien entendu, sous-entendu, que le privé va mieux fonctionner que le public. Bon. Donc une fois que le privé est là en place, il y a quelque chose dont on ne parle presque jamais. Moi je suis privé, j'ai besoin de capitaux, j'ai besoin de fonds de roulement, j'ai besoin de crédit. Pour avoir ça, je m'adresse à qui? Aux banques. Il n'y a que les banques. Donc finalement, moi, privé, ma stratégie va être acceptée si elle est bancable ou pas bancable. Donc le pouvoir des politiques que les politiques pouvaient avoir sur le système public, il passe à un pouvoir de décision de stratégie politique, il passe aux banques. C'est les banques qui décident finalement de ce qui est rentable en santé, en éducation, en tout ce que vous voudrez, et qui vont mener les politiques, entre parenthèses, publiques, qui n'ont plus grand-chose du public. Donc c'est ça qui se passe avec les ajustements structurels. C'est ça qui s'est passé sur toute l'Afrique. On a détruit tous les ministères, pratiquement. Et c'est ce qui s'est passé, disons, et ce qui passe en Grèce, qui a été la caricature de ce qui s'est passé en Europe, mais qui se passe ici actuellement. C'est la même chose, c'est la même dynamique. Donc voilà un peu, disons, la situation dans laquelle on se trouve. Et si vous voulez, Haïti ne fait pas exception à la règle. C'est-à-dire Haïti a subi aussi des ajustements structurels d'une violence inouïe, qui a fait qu'effectivement, bon, les gens avaient comme seule solution soit de partir en exil, soit finalement de s'installer dans des ONG dont les fonds viennent, encore une fois, d'organisations internationales la plupart du temps. Ce qui vient de se passer avec l'USAID en est un bel exemple. C'est-à-dire, vous aviez plein d'ONG qui étaient en train de travailler, mais qui recevaient des fonds de l'USAID, et des fonds avec des orientations aussi qui sont tout aussi manipulées que d'autres précédemment. Donc l'indépendance en question, elle est quand même très limitée dans ces cas-là. Donc voilà, si vous voulez, en gros, très rapidement brosser l'histoire un peu de ce qui a fait qu'Haïti en est là où il en est, mais aussi du système mondial qui entoure l'évolution d'Haïti et qui nous concerne aussi directement. La première chose qu'on peut faire, c'est pas toujours de se dire on va aider, c'est que nos pays, qu'on fiche la paix à Haïti déjà. C'est-à-dire qu'Haïti retrouve son indépendance et qu'on laisse le peuple haïtien
travailler sur ce qu'il a envie de travailler. C'est-à-dire arrêter l'ingérence étrangère. Il y a une multitude de moyens. Et si on voulait aider, il suffit de faire un fonds national, par exemple, quelque part, de manière complètement transparente, qui pourrait être alimenté par les organisations internationales, sans finalement décider à leur place de ce qu'ils doivent faire, sans leur imposer les projets. Mais évidemment, on n'en prend pas le chemin actuellement. L'autre chose aussi, c'est que nous, on a un pouvoir de vote chez nous, c'est d'éviter de voter pour des gens qui finalement ont des stratégies toujours de dominant-dominé, qui considèrent que finalement les pays du Sud, comme on les appelle, toujours de manière un peu... ils sont aussi intelligents que les pays du Nord et qui pourraient arriver à faire leur développement si on leur en donnait des moyens et si on arrêtait de les exploiter. L'autre chose, par exemple, c'est quand on achète du cacao, du chocolat, 7% grosso modo, j'ai beaucoup travaillé en Côte d'Ivoire, en gros 7% de la tablette de chocolat va aux paysans. 7%. Donc, je veux dire, on pourrait doubler les 7% et faire que les paysans puissent arriver à vivre dignement, avoir les moyens de vivre dans la dignité. Ce qu'on ne fait pas, évidemment. On continue à exploiter systématiquement, disons, les pays du Sud, les matières premières et, à travers les plantations agricoles, beaucoup de produits qu'on utilise chez nous à bas prix, de façon à maintenir nos magnifiques niveaux de vie. Le peuple ne demande pas la mendicité. Haïti, l'image est toujours complètement désespérante. Mais ce n'est pas ça le peuple haïtien seulement. C'est aussi une culture absolument phénoménale. C'est-à-dire les écrivains, les peintres, la musique, tout. Absolument phénoménal. Par rapport à la population, c'est exceptionnel au niveau mondial. Quand le tremblement de terre est arrivé, c'était une situation épouvantable, extrêmement difficile. On était bien traumatisés. Je dirigeais un projet canadien sur la décentralisation à ce moment-là. J'ai demandé à mon équipe, pour se sortir du traumatisme, parce qu'il y avait tous des morts partout, on continue à travailler. On a la chance d'être vivant, on travaille, on se remet tous au travail. Donc évidemment, c'était extrêmement, extrêmement difficile, psychologiquement, tout ce qu'on voudra. Au bout de 3 semaines, je leur dis, on va partir dans les provinces. On part tous dans les provinces, il faut qu'on se lessive un peu la tête. On va aller voir, parce que 600 000 personnes avaient quitté la capitale, justement, pour s'installer dans les provinces. Et quand on arrive, donc, je fais ma première réunion moi-même, en direct, avec les paysans et les paysannes dans des villages, et je leur demande, de quoi ils ont besoin. Un groupe de femmes se lève au fond de la salle et disent, voilà, il y a les écoles qui sont tombées, il faut reconstruire les écoles tout de suite, il faut payer les instituteurs. Sur le coup, j'ai géré dans le temps des famines, des trucs comme ça, en Haïti, moi aussi dans d'autres pays, des situations extrêmement difficiles. La première chose que les gens vous demandent, c'est à manger et des habits. Et là, elles demandent d'éducation. Je me suis dit, c'est un groupe de femmes exceptionnelles, peut-être un peu. L'après-midi, je vais dans un autre village, les femmes redemandent la même chose. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est bizarre. Je prends mon téléphone, je rappelle mes collègues, dans le nord, au centre, partout. Ils me disent, Christian, première priorité, rééduquer les enfants. Ça, c'est Haïti. La volonté absolue de faire que l'éducation, c'est la première des choses à faire. Vous pouvez aller à Port-au-Prince, aller passer dans les bidonvilles les pires que vous pouvez imaginer, et vous voyez quoi? Vous voyez le matin des enfants qui partent avec des petites coiffures dans les cheveux, et qui vont tous à l'école. Ils vont tous à l'école. Un potentiel phénoménal dans ce pays, et que les gens essaient de mettre en place. Entre autres, il y a une organisation qui s'appelle Haïti Futur, effectivement, et qui travaille sur l'éducation, et qui a installé justement en Haïti, arrêté de faire de la mendicité. Ils ont remis en place, disons, ce qu'on appelle des tableaux numériques, électroniques, avec des panneaux solaires, des endroits où il n'y a pas d'électricité, toutes ces choses-là, pour qu'ils aient la meilleure des technologies pour aller le plus vite possible et le mieux possible dans les systèmes d'éducation. Ça, par exemple, sont des programmes qui sont extrêmement intéressants. Donc, quand j'ai été envoyé en Haïti, c'était en 71, il y a longtemps, j'étais conseiller pédagogique. Je suis arrivé dans des classes, j'arrivais même pas à compter le nombre d'enfants. Il y en avait plus de 100, 200. Le maximum que j'ai, plus de 200. L'intérêt de ce système-là,
c'est que ce n'est pas seulement le tableau numérique avec lequel les enfants, au lieu de réciter bêtement, peuvent participer, c'est le fait que ça passe sur un ordinateur et que l'enseignant apprend en même temps. C'est-à-dire, ça forme l'enseignant en même temps. Il faut faire attention à l'aide, c'est-à-dire, effectivement, pas toujours ramener des vieux vélos, des vieilles chemises, des vieux trucs, utiliser les technologies les plus performantes qu'on a actuellement, qu'on connaît, pour les mettre dans ces pays-là qui puissent faire des sauts technologiques comme ça. C'est-à-dire avoir des systèmes d'enseignement qui sont auto-formateurs pour les enseignants. Ça, c'est essentiel. Donc, Haïti est toujours vivant. Et je dis toujours, finalement, les gouvernements sont là, disparaissent. J'ai vu en Afrique aussi, puisqu'après je suis allé en Afrique, que des pays dans des situations absolument terrifiantes. Ghana, Sierra Leone, tous ces pays-là, Libéria. Bon, les pays finissent par remonter à un moment. Donc Haïti va remonter, c'est sûr. Haïti va remonter. Mais pas le problème, c'est comment est-ce qu'on peut aider, disons, à remonter. La République dominicaine a eu une dictature extrêmement sanglante, avec Trujillo, qui avait même fait appeler la capitale Ciudad Trujillo, Santo Domingo. Mais Trujillo, il avait réuni sa bourgeoisie en lui expliquant qu'il pouvait voler, il n'y avait pas de problème, et exploiter les paysans, il n'y avait toujours pas de problème. Mais que c'était la République dominicaine et qu'il devait investir en République dominicaine. Sinon, il est fusillé. Il l'a fait. En plus. De l'autre côté, Duvalier, aussi sanglant, pareil, sauf qu'il n'y avait pas ce discours nationaliste du tout. C'est-à-dire laisser l'argent partir, bon, ils se sont enrichis et l'argent est parti à l'étranger. Donc c'est ce qui a fait aussi, disons, que la situation n'est pas la même en République dominicaine qu'en Haïti, et parce que la République dominicaine a été attaquée par les Américains, il y a eu 20 000 morts, hein, c'était pas aussi. Donc ça n'a pas été, ils ont subi un peu la même chose que les Haïtiens par moment, quand le gouvernement ne correspondait pas à ce que voulaient les Américains. Le gouvernement actuel est un gouvernement de coalition, comme on dit, une coalition droite et extrême droite. Et extrême droite. Donc ils tiennent le pouvoir parce qu'ils sont ensemble. Donc ils ont une politique féroce, il n'y a pas d'autre mot, vis-à-vis d'Haïti, qui est littéralement scandaleuse, qui a été dénoncée, mais qui devrait l'être encore plus. À partir du moment où la République dominicaine a eu un peu d'avance, disons technico-industrielle, par rapport à Haïti, les Haïtiens pauvres, et de plus en plus pauvres dans leur pays, sont allés travailler en République dominicaine, de manière légale ou illégale. Il y a des pays africains qui sont exactement dans la même situation. Les Haïtiens passent la frontière pour aller travailler en République dominicaine. La République dominicaine les exploite au dernier degré. Ils travaillent à produire des produits qui revendent en Haïti. C'est-à-dire, vous avez la force haïtienne de travail qui enrichit les Dominicains et qui appauvrit les Haïtiens. Sur la dette et sur Macron. Alors, j'ai écrit un article sur la manière dont on pourrait rembourser cette dette, ce qu'on appelle une dette, qui dans les faits était une dette illégitime. Encore une fois, c'est plus une rançon qu'une dette. C'est-à-dire, on vous rançonne carrément à main armée avec les bateaux de guerre qui sont là. Et ça, si vous voulez, c'est unique au monde. Cette partie-là est unique au monde. C'est-à-dire, la partie, en plus elle est chiffrée, elle est quantifiée, on sait qui a fait quoi, on sait qui a volé qui, et qui doit rembourser qui. Donc ça, c'est clair, si vous voulez, et précis. Donc on peut le faire. C'est-à-dire, de point de vue légal, pratiquement, il n'y a aucun doute, la France a volé cet argent à Haïti. Point. Donc, il était volé, il doit être remboursé. C'est l'équivalent d'environ 30 milliards, grosso modo. Ma proposition, c'est de dire la France ne va pas rembourser 30 milliards demain matin, puisque déjà on a 40 milliards là, qui risquent de faire tomber un gouvernement, donc ça ne va pas se faire comme ça. Par contre, on peut très bien avoir une loi d'orientation, par exemple, puisque c'est ça qui contraint, comme la loi d'orientation des armées, qui contraint le ministère des Finances, de dire on va rembourser 1,5 milliard par an pendant 20 ans. Et on cible, cet argent-là ira directement pour l'éducation primaire, l'éducation, la formation professionnelle, l'alphabétisation, et
on l'envoie directement dans les départements. On met en place un système de gestion collégiale avec des représentants des élus, de l'administration, pourquoi pas, de la société civile et des organisations professionnelles et du secteur privé, et qui assure la transparence avec toute la comptabilité sur Internet. Actuellement, on peut le faire, qui évite la corruption. Macron, très malin comme d'habitude, lui se lance à faire une commission historique. Bon, on en a déjà une avec l'Algérie, on va en avoir une autre avec Madagascar, et puis là, on va pouvoir se permettre de mélanger finalement ce qu'on appelle la réparation de la colonisation, qui est différent d'Haïti. Haïti, c'est rembourser la rançon, point. Après, on peut parler de la réparation, de l'impact, effectivement, que ça a eu au niveau colonisation. Ça, vous pouvez me croire, ça ne sera jamais remboursé. Parce que d'abord, on ne peut pas l'évaluer. À ce moment-là, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, mais attendez, il faut que la France demande aussi à l'Italie de rembourser le temps où les Romains, l'Empire romain avait envahi la Gaule, les Anglais qui avaient envahi l'Aquitaine, et ainsi de suite. Enfin, tout le monde a envahi tout le monde quand vous regardez l'histoire du monde. Donc ça, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Il y a très très peu de chances que ce qu'on appelle les réparations de la colonisation, il n'y a aucun pays qui pourrait supporter, même financièrement, disons, le niveau de ces réparations. Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé dans le passé, mais je suis responsable à partir de ce qui se passe dans le présent. Pour moi, mon problème, ce n'est pas de rembourser, finalement, les désastres qui ont été faits dans le passé. C'est de dire aujourd'hui, je veux que le paysan ivoirien puisse vivre dans la dignité. Pour vivre dans la dignité, il faut qu'il ait accès aux 15 biens et services qui permettent de vivre dans la dignité. Et donc, je dois acheter mes produits par rapport aux revenus qui vont lui permettre de vivre dans la dignité. Et la même chose pour tous les autres pays, disons, avec qui on fait des affaires, comme on dit. Ce n'est pas seulement une question de commerce équitable, machin. Il faut calculer quel est le revenu des paysans, ou des artisans, ou des fabricants de quoi que ce soit, pour avoir un revenu qui permette de vivre dans la dignité. Ce que chez nous, on appelait dans le temps le SMIC. Aucune des organisations internationales actuellement n'a ces éléments-là, et n'a cherché à le faire. Même les ONG ne le font pas. Il faut lire aussi le bouquin de David Graeber et son copain, là, qui ont écrit une autre histoire, finalement, de l'humanité. Quand Christophe Colomb arrive en Haïti, ils assassinent et ils font disparaître le peuple indien. Ou les Américains, d'ailleurs, ont fait la même chose après avec les leurs. C'est pas seulement on fait disparaître les gens, on fait disparaître une civilisation. On fait disparaître une opportunité de vivre autrement. Le problème de la colonisation occidentale, c'est que non seulement elle a détruit la vie des gens, mais en même temps, elle s'est détruite des opportunités de vivre autrement. C'est-à-dire, on a tué une sorte de biodiversité politique, avec des modes d'organisation qui étaient quelquefois plus intelligents que les nôtres. Haïti, au moment de la disparition de l'armée haïtienne, aurait dû regarder vers le Costa Rica, par exemple. C'est-à-dire comment ils ont géré effectivement la disparition de l'armée et comment ils ont structuré leur police. Donc on l'a remplacé par une police. Quand cette police s'est mise en place, la France, effectivement, comme vous le dites, aurait pu jouer un rôle de formation, d'encadrement, d'équipement et des choses comme ça. Elle l'a pas fait. Rien qui permettait de structurer une véritable police. Ce qu'on appelle les gangs. C'est trafic d'armes, trafic de drogue et trafic d'êtres humains. Pour ça, il suffit de contrôler les frontières et contrôler l'espace aérien. La France aurait pu aider à faire ça. La drogue, c'est quelque chose qui est littéralement terrifiant dans la mécanique que ça implique. Vous avez deux pays qui servent de plateforme. Haïti, la Guinée-Bissau, en Afrique. La Guinée-Bissau, en Afrique, sert de plateforme pour l'Europe. Haïti sert de plateforme pour les États-Unis. On appelle la DEA, le fameux département de contrôle de la drogue. Ce n'est pas un département de contrôle de la drogue, c'est un département de contrôle de l'organisation et du chemin de la drogue. Si vous coupez la drogue pour toutes les grandes villes américaines, dans la semaine qui suivra, vous allez avoir des émeutes. Les Américains consomment énormément de drogue. Je rappelle que du temps de leur présence en Afghanistan, ils étaient sur le sol afghan, ils occupaient l'Afghanistan, la consommation de pavot, l'exportation de pavot a été multipliée par 3. On n'arrête pas le trafic de drogue, on a besoin de la drogue.
Et quand tu regardes les pays autour, on a besoin d'un pays failli. C'est-à-dire, encore une fois, qui ne contrôle ni ses côtes, ni son espace aérien. La diaspora haïtienne, elle est colossale. Elle est colossale parce qu'il y a eu une énorme vague au début du Duvalier, qui sont partis. Et puis, bon, après, tous les événements qui se sont passés, le tremblement de terre, c'est à pleurer. Après le tremblement de terre, les Canadiens ont donné 15 000, je crois, passeports pour partir. Bon, automatiquement, les gens qui sont en détresse et tout ça, au lieu de les aider à rester chez eux, vous les faites venir. Biden, 200 000 Haïtiens sont partis. Bon, ceux qui partent, c'est ceux qui ont un minimum de moyens, un minimum d'éducation, souvent de vitalité, de force. Donc, ils partent. Et donc, vous avez une énorme diaspora haïtienne au Canada, énorme aussi aux États-Unis. La diaspora haïtienne, l'an dernier, je crois, a donné $1 milliard, 2 fois ce que donnent les organisations internationales pour le développement d'Haïti. On est en train de travailler, et des amis et des collègues haïtiens travaillent sur comment arriver à mettre en place des fonds de développement qui ne soient pas seulement envoyer de l'argent pour permettre aux gens de manger et se soigner, mais aussi des fonds qui permettent d'investir pour justement construire des écoles. Quand vous avez un fonds qui se met en place, qui est financé par exemple à 50 par la diaspora, les organisations internationales pourraient mettre 50 ou 100 supplémentaires, à condition que ce soit géré par les Haïtiens sur le terrain, de manière transparente. On parle de corruption en permanence, la corruption en Haïti, la corruption chez nous, bon, on est pas triste aussi. Bon, mais on ne fait rien pour que... Le meilleur moyen pour avoir la transparence, pour lutter contre la corruption, il y en a un qui est très simple. C'est mettre les comptes publics. La gestion de l'argent public doit être publique. C'est la place géostratégique d'Haïti. C'est la place d'Haïti. Depuis la côte, depuis Mont-Saint-Nicolas, on va Cuba. Donc, Cuba n'est pas encore mis complètement sous la coupe états-unienne. Si vous voulez, il y a cet élément-là, il y a le golfe des Amériques maintenant, paraît-il, et effectivement le canal de Panama en face. Plutôt l'endroit stratégique, avec la hantise quelque part que des forces anti-états-uniennes viennent se positionner dans cette île. Plutôt ça, à mon avis, qui motive les États-Unis d'Amérique, bien que jusqu'à maintenant, on ne sache pas véritablement qu'est-ce qu'ils veulent faire.